Légitime quand même. je vais vous présenter Air France en quelques chiffres. Donc Air France, c'est quand même 552 avions qui sont en opération pour 315 destinations dans le monde. On est avec des 2000 avions supportés en termes de maintenance aéronautique. Et donc, on a aussi des clients au sein de la direction industrielle. On crée des nouvelles routes sur l'été. Donc, parfois, vous allez voir, si vous allez sur le site Air France et que vous cherchez des destinations, l'hiver, Air France n'y va pas. Donc, c'est ça, les routes dont on parle. On est sur énormément de passages. On fait du cargo aussi. Il y a 80 000 salariés. Et quand on monte avec le groupe Air France KLM, ça augmente encore un peu plus. Air France KLM, c'est un grand groupe au niveau du transport aérien. Et il y a trois principales directions qui sont le passage, donc celle que vous connaissez quand vous prenez l'avion et que vous allez dans une destination paradisiaque. Vous êtes avec la direction du passage. Il y a aussi le cargo. Donc le cargo, c'est le fret qui passe par les avions. Et puis le MRO, qui est la maintenance aéronautique, la direction dans laquelle je suis. On appelle aussi Air France Industrie. Donc voilà, et puis après, Air France fait beaucoup de partenariats et beaucoup représenté avec d'autres entreprises, parce qu'il y a pas mal de JV qui sont organisés, notamment pour le cargo et la maintenance aéronautique. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est, d'après vous, là par rapport aux trois directions, quelle est la représentation de la femme au sein de la Direction Générale Industrie, sachant que la Direction Générale Industrie fait la maintenance des avions, des moteurs et des équipements. Donc les équipements, considérez que c'est tous les appareils qui se trouvent dans le cockpit et autres. Il n'y a pas 66% de femmes représentées au sein de la maintenance aéronautique pour personne. Tout le monde a pu voter? Alors du coup, vous avez la bonne réponse. C'est effectivement 12% de la représentation de la femme qui est pour le métier, au niveau des métiers industriels et de la Direction Générale Industrie. Les 7,5% qu'on voyait, ce sont pour les pilotes. Au niveau des pilotes, il n'y a que 7% de femmes qui sont représentées. Et ma slide n'est pas bonne. Là, en fait, il y avait d'autres chiffres. Et les autres valeurs qu'il y avait, c'était donc les PN. Les PN sont, les PN, le personnel navigant commercial, qui ont donc steward et hôtesse, sont représentés à 66% de femmes. Et donc ça permet un équilibre pour Air France, malgré les disproportions qui peuvent subsister au sein des différentes directions. Quelques chiffres sur Air France Industrie. Donc, voilà, grosse entreprise avec plein de directions, donc je suis désolée, je fais un peu de théorique. Le Air France Industrie donc, est réparti en différentes sous-directions au sein de la direction. Donc on a la direction de la maintenance des avions, hangar ou piste, donc ça veut dire que on peut avoir de la maintenance juste avant de prendre l'avion. Ça arrive, si vous voyez des mécaniciens, c'est qu'il y a eu un problème potentiellement en cabine dans l'avion. Les moteurs, c'est un peu plus rare sur piste, tant mieux. Les équipements, du coup, ça va être tous les éléments qui sont détachables de l'avion qui sont à maintenir. Et la cabine, donc la cabine, c'est ce qui fait que c'est assez confortable dans chaque avion. Aérostructure, ça va être toute la carlingue en fait, de l'avion. Et les autres, parce qu'en fait, sans l'engineering, sans la partie logistique, sans la modification cabine et toutes les autres fonctions transverses, ce serait assez compliqué de pouvoir travailler ensemble et de continuer. Donc c'est vraiment l'ensemble qui fait que tout ça peut avancer. Au niveau des chiffres, on est quand même vous avez le chiffre d'affaires à 4,2 milliards d'euros, ce qui est assez important, sachant que le chiffre d'affaires est dû à la fois pour la maintenance de la flotte Air France elle-même, mais aussi pour des clients tiers. Par exemple, chez Air France, au niveau des moteurs, la direction dans laquelle je travaille, on fait la maintenance pour les avions de Air Canada, on fait la maintenance pour Air China et d'autres compagnies aériennes, ou même des propriétaires de moteurs, parce qu'il y a des entreprises qui sont juste propriétaires de moteurs, qui les louent quand des moteurs sont en cours de réparation pour que les avions puissent continuer de voler. Là, vous avez les photos, c'est des photos qui ont été prises chez nous.
et qui concerne l'industrialisation du nouveau moteur LEAP, qui est la révolution technologique en termes de moteur, parce que normalement devrait consommer moins de carburant que les autres. Je vous fais un petit descriptif rapidement en fait, de qu'est-ce que c'est que la maintenance des moteurs. Donc là, cette photo-là en fait, représente le plus gros moteur qu'on ait, qui est sur de la flotte cargo, donc pour faire du transport de marchandises, et le plus petit que nous ayons en maintenance, qui est là pour du court ou moyen courrier, sur des avions courts ou moyen courrier. Donc par rapport à mon collègue qui fait 1,80 m. Voilà, vous pouvez voir la différence de taille. Donc la maintenance des moteurs, qu'est-ce que c'est? C'est une inspection du moteur au démarrage, puis un démontage. Et en fait, ensuite, on va, par rapport aux inspections qu'on a pu faire, on va établir le devis, un peu comme quand vous allez chez le garagiste et que vous revenez, on vous dit voilà toutes les interventions qui sont à faire. Dans toute cette phase-là, on va établir, nous, ce qu'on appelle le work scope, qui permet derrière de définir quelles sont les différentes interventions. Une fois qu'on a ça, on va, en fait, comme une pièce de Lego, prendre le moteur, enlever des grosses parties, qu'on appelle des modules, et les inspecter. Et au fur et à mesure, si on se rend compte qu'on doit faire de la maintenance parce qu'il y a un défaut sur ce module-là, on va aller jusqu'à la pièce pour savoir si la pièce elle est à jeter, si elle est dans les tolérances, elle peut être réparée, ou si jamais on peut la remonter et qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe sur toute la phase de montage, et pas d'inquiétude, il y a un banc d'essai à la fin, donc on ne remet pas les avions sans avoir on remet pas les moteurs sous l'aile, sans avoir testé que les avions sont bien efficaces. Et s'il y a quelque chose qui est oublié dans le moteur, normalement le moteur pète pendant le banc d'essai. Donc si vous montez dans un avion, ils ont été testés, les moteurs. Et donc je parlais des différentes fonctions. Donc voilà le processus aujourd'hui des moteurs. Mais à côté de ça, il y a quand même tout ce qui est gestion de la relation client. Donc comment on fait pour aller chercher d'autres compagnies aériennes, etc. et augmenter notre chiffre d'affaires. Comment on suit la qualité des processus et qu'on est en accord avec la réglementation aéronautique, parce qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi pour s'assurer qu'on puisse voler, et voler en Europe, voler en Asie et encore voler aux États-Unis, qui sont des réglementations qui sont différentes. On a aussi toute la gestion de la production, comment on fait pour rentrer un maximum de moteurs dans nos ateliers et s'assurer qu'ils sont conformes à la réglementation et à ce que nous, on veut faire de l'entretien des moteurs. Sans les humains et donc sans les RH, ça serait un petit peu compliqué. Le support pour les systèmes d'information. Donc vous commencez à avoir le lien sur le numérique avec la direction industrielle. Et puis contrôle de gestion, facturation et logistique, supply chain, voilà, toutes les fonctions support qui sont nécessaires pour que tout fonctionne. Donc aujourd'hui, quel est le rapport entre l'industrie, cette industrie-là très mécanique, et le numérique? Donc il y a eu différentes ères de révolution industrielle, et aujourd'hui, on se retrouve dans la 4e révolution industrielle, qu'on appelle Industrie 4.0, qui va vers une introduction des nouvelles technologies, donc à la fois des objets connectés, de la robotique, mais aussi des systèmes apprenants, de l'intelligence artificielle, on parle de big data. Tout ce qu'on entend à l'extérieur est en train de se développer pour le monde industriel, et c'est tous ces éléments-là qu'on met sous le chapeau Industrie 4.0. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Industrie 4.0? Ça veut dire qu'on doit s'adapter à des nouveaux usages. Et notamment, on est imposé par la consommation des nouveaux usages et des outils numériques en tant que particulier et transvaser en fait, ces différents usages-là dans notre milieu professionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on a plein de choses qui sont dématérialisées, qui vont très vite en quelques clics, on ne comprend pas forcément pourquoi dans l'entreprise, ces quelques clics-là n'existent pas. Ensuite, c'est aussi accepter qu'on a des processus qui changent, que nos métiers évoluent, que des métiers disparaissent et que de nouveaux métiers apparaissent. D'ailleurs, il y a plus de nouveaux métiers qui apparaissent que d'anciens métiers qui disparaissent. Et puis après, il y a aussi toujours une recherche quand même de rentabilité et d'amélioration de l'efficacité, notamment en réduisant des tâches à non-valeur ajoutée. Donc je vais encore vous solliciter. Est-ce que vous pouvez me citer des transformations apportées par le numérique et des nouvelles technologies qui ont un peu bouleversé nos habitudes, nos changements? Je démarre l'activité. Ok, je vais commenter quelques éléments avec vous et puis après je vous présenterai les différents exemples que j'avais pris en compte. Il y a un mot
qui m'interpelle, je suis désolée, je vais désigner. Qui a écrit solitude? Laure, peux-tu m'expliquer pourquoi tu as mis solitude? Parce qu'un recours trop fréquent en restant chez soi au numérique et aux nouvelles technologies, des fois, fait que les gens préfèrent passer par ces systèmes-là, ces réseaux, plutôt des réseaux, on a vu les réseaux sociaux, plutôt que de venir voir la personne en face et d'avoir une bonne discussion franche. D'accord. Ok. Voilà. Quelqu'un aurait d'autres éléments à rajouter sur la solitude? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laure. Je pense que du coup, le numérique peut justement créer des liens qui n'existaient pas à la base. Et après, le numérique, est-ce que ça veut forcément dire du 100% numérique et c'est pas plutôt un accompagnement à l'utilisation de l'humain? Ça, c'est des questions qui sont nécessaires à se poser en fait dans la création d'outils, parce que le numérique et la robotisation ne peuvent pas remplacer quand même l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de solitude, mais en tout cas, ça ne fait pas forcément une scission entre les relations humaines et le numérique ne va pas faire une cassure entre les différentes relations humaines qui peuvent exister. Qui est-ce qui a écrit geek? Ah. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'une geek? Bon, alors du coup, je ne vais pas demander... est-ce que j'ai vraiment l'air d'une geek? Voilà, ça c'est la question. Non, mais c'est souvent quand on voit numérique et nouvelles techno, on imagine, on voit les gamins et puis sur leurs ordinateurs qui sont super agiles et qui arrivent à te faire des trucs super vite, alors que nous, les moins jeunes, on prend un peu plus de temps des fois pour... on est moins dans la spontanéité. D'accord. Voilà. Tu avais une question? Non, je voulais rebondir dessus et dire que c'était un problème d'image aussi. Moi, je suis en école d'informatique. Parle plus fort, ou alors je te donne le micro. C'est un problème d'image aussi, l'image qu'on a du geek. Moi, je suis en école d'informatique. Ma sœur, il y a 10 ans, a envisagé de faire de l'informatique et elle s'est dit non parce que pour elle, les gens qui y allaient, c'était déjà des gens qui maîtrisaient. Et du coup, ça peut être un problème d'image qu'on a du geek plus que... Alors moi, je suis dans le service des systèmes d'info et j'ai des collègues qui nous appellent les geeks. Donc ça joue. Après... Oui, c'est plutôt l'image que ça peut donner. Exactement. Voilà, après, la question c'est, est-ce que moi, j'ai vraiment l'air d'une geek? Ah ben, non. Qui est-ce qui avait écrit ma pizza chez moi? Ah, non. En fait, les moins sérieux, ils sont là. Ils se lâchent, ils sont tellement habitués à ce que vous faites. Non, mais on ne s'attendait pas à ça. Les profs sont pas comme Non, c'est vrai, on voit surtout pas mal de modes de consommation qui ont changé avec l'instantanéité. Je vis sur Paris et par exemple, Amazon livré chez soi en 2 heures, c'est la vraie instantanéité et on n'accepte plus d'attendre plus de 2 heures pour être livré par nos courses. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je vous remercie, ça sera dans le compte-rendu. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont plutôt... qui vont plutôt dans le bon sens. L'Internet des objets, c'est intéressant. La solitude, je suis désolée, Laure. Le sans-fil, la domotique, j'ai vu. Alors, qui est-ce qui a écrit Déshumanisation? Ah, personne ne veut se dénoncer? Maintenant que vous avez vu que je dénonçais, c'est plus compliqué d'assumer. Bon, tant pis. Oui, c'est quelqu'un en ligne, mais sauf que j'ai pas les noms. Justement, c'est anonyme. Bon, tant pis. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Donc, quand on est étudiant, c'est pas trop un truc qui nous concerne pas encore. Maintenant que je suis dans le monde professionnel, la paperasse, c'est un nouveau monde pour moi. Et je suis super contente parce que maintenant, il y a des super outils, notamment Digipost. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais pas la promotion de Digipost. C'était mon ancien travail, j'ai plus besoin d'y aller. En fait, c'est un coffre-fort numérique dans lequel on peut agréger un ensemble de documents. Il y a pas mal d'entreprises notamment qui l'utilisent pour mettre les fiches de paye dématérialisées. Et donc, c'est vrai qu'avant, on passait à ça à plein de classeurs.
Et aujourd'hui, on peut passer à juste une application dans laquelle on a tous nos documents. Et si jamais la maison brûle, les documents restent encore. Si les serveurs brûlent, c'est une autre histoire. Mais par contre, si la maison brûle, nos documents sont encore là. Ensuite, en lien avec un mot qui avait été mis, c'était la montre connectée. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on ne s'amuse plus. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'avec les montres connectées, avec les smartphones qui prennent la fréquence cardiaque, etc., on va vachement plus monitorer en fait, nos vies et notre santé, grâce à ces outils-là. Donc, dans certains cas, c'est pour la santé physique, etc. Pour d'autres, c'est aussi pour suivre des maladies. Donc, il y a du progrès, mais le monitoring fait partie de ces éléments qui se sont introduits en fait, dans nos vies et qui n'existaient pas, en tout cas à ce niveau-là et avec autant d'importance qu'aujourd'hui grâce à ça. La gestion des compétences. Avant, quand on avait un meuble Ikea, on était obligé de le monter soi-même. Et aujourd'hui, on peut faire appel à des entreprises comme Hello Casa qui permettent en fait, de payer une prestation de montage de meubles Ikea. Donc ça peut être, il y a pas mal d'entreprises qui font ça, il y a Allo Voisin, plein de choses. Et du coup, on voit que la compétence, elle n'est plus forcément faite, elle peut aussi être utilisée en extérieur, ou alors l'apprentissage se fait via le digital avec les MOOC, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait ces mutations-là, donc j'ai pris ces exemples bien précis parce que ce sont des exemples qu'on suit très souvent en entreprise. Donc la gestion administrative, donc le papier, la partie monitoring avec le suivi des indicateurs aussi en entreprise. Donc c'est des choses qui sont présentes de façon digitale chez nous et qui ne sont pas toujours dans les entreprises. Et enfin la gestion du compétence et du personnel. Donc si je devais vous faire par rapport à ça, ce qui existe aujourd'hui à la direction des moteurs chez Air France, au niveau de la gestion administrative, aujourd'hui, on est là, sur le papier. Parce que quand on fait un chantier moteur, donc un chantier moteur, il y a des cartes de travail où on demande à chaque mécanicien en fait, de réaliser une tâche conformément à une documentation et de signer cette tâche-là. Tous ces documents-là, aujourd'hui, sont papier. Et sur un chantier moteur complet où on peut aller jusqu'à... un moteur, c'est 10 000 pièces, c'est une ramette de papier. Et aujourd'hui, on n'est pas encore sur une digitalisation de ces cartes de travail. On est même pour certaines unités chez nous, pas du tout à une digitalisation de la documentation de référence. Donc il faut imaginer, vous avez une armoire, vous avez des classeurs. Et quand les mécaniciens doivent faire une intervention sur un équipement, ils vont chercher le classeur, ils ouvrent le classeur, ils regardent et ils vont s'informer. Sachant que ces documents-là sont mis à jour assez régulièrement, ça peut être tous les trimestres, tous les semestres ou tous les ans, ça dépend du type de moteur et de son âge. Et donc ça veut dire qu'on réimprime systématiquement tous ces documents-là de papier. Et donc il y a un réel sujet environnemental. Donc ça fait partie de mes missions aujourd'hui, c'est de digitaliser ces cartes de travail, mais aussi de digitaliser la documentation pour les constructeurs. Sachant qu'il faut imaginer que le mécanicien, est-ce qu'il est intéressant de lui donner une tablette? Est-ce qu'il est intéressant qu'il le fasse sur du web? Voilà, il y a toutes ces notions d'ergonomie aussi d'environnement qui sont à prendre en compte, parce que la tablette et le smartphone, c'est super pratique chez soi, mais en entreprise, ça amène des complexités, notamment si on donne une tablette type smartphone, est-ce qu'on bloque la tablette? Est-ce qu'on ouvre à tout? Donc on accepte par exemple d'avoir Candy Crush sur sa tablette. C'est un exemple, mais c'est souvent des questions qui sont remontées et des problématiques en fait qu'on n'imagine pas dans la vie particulière, mais qui sont importantes à prendre en compte dans le monde professionnel. Au niveau du monitoring, donc monitoring c'est plutôt des KPI, donc des indicateurs de performance. Savoir si tout se passe bien, si en termes de qualité on est bon. Savoir combien de moteurs on va pouvoir rentrer dans l'année. C'est prendre en compte aussi les aléas, les vacances, prendre en compte les aléas des maladies, des grèves, on est chez Air France. Et puis la gestion des compétences, là pour le coup, les entreprises généralement sont souvent sur de la sous-traitance, en tout cas pour certaines fonctions. Donc là, c'est plutôt l'entreprise qui a drivé le fait que les compétences pouvaient être en extérieur de chez soi.
Ce ne sont que des exemples, hein, il y en a plein, et il y a des contre-exemples qui peuvent être apportés dans chacun des cas dans les entreprises. Là, je vous donne simplement aujourd'hui comment c'est chez Air France Industrie. Et les exemples que je peux donner sur les autres parties sur lesquelles on travaille aujourd'hui, le monitoring, aujourd'hui, on fait avec la recherche opérationnelle chez Air France et du coup avec de l'intelligence artificielle, un outil d'aide à l'établissement du work scope, donc de mon devis chez le garagiste, par rapport au nombre de décollages, d'atterrissages qu'on peut avoir sur les avions, si c'est en zone chaude, en zone froide, parce que du coup il y a un vieillissement prématuré de certaines pièces dans les avions, plus l'application de notre politique d'entretien. Ça veut dire, par exemple, on a certaines pièces qu'on doit suivre, elles doivent faire 15 000 cycles, donc il faut imaginer un cycle c'est un décollage, un atterrissage, et au bout de ces cycles-là, elles doivent être changées. Donc c'est ce monitoring-là aussi qui est suivi dans nos systèmes et qui doit être conforme à ce qu'on a choisi, tout en essayant de minimiser les coûts, parce que quand on va démonter un moteur, ça coûte cher. Donc parfois, est-ce qu'il vaut mieux pas démonter un moteur et changer une pièce un peu plus tôt? Ça nous évitera de ramener le moteur une autre fois et donc du coup de diminuer les coûts. Donc c'est tout cet outil-là avec du big data et de l'intelligence artificielle qui est en cours de création. Et la gestion des compétences, on est sur une application qui mettra en fait en relation les besoins que pourraient avoir les différentes unités de production avec des agents qui se proposeraient en disant bah, moi, si jamais il y a de la disponibilité, je veux bien aller en renfort pour aider une unité, un service qui a besoin d'aide parce que là, ils sont surchargés, alors que moi, on n'est pas trop surchargé. Alors, du coup, sachant tout ça, d'après vous, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais au jour le jour par rapport à ça? Des mots-clés. Et comme ça, après, je vais vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Et puis le lien avec le numérique. Qui a mis fournisseur? Ok. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qui a mis fournisseur. Mais c'est totalement en lien avec ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, juste avant, en fait, j'étais au rallye management avec les 2 AI, donc j'ai un peu déjà expliqué ce que je faisais. Et je leur ai expliqué qu'en ce moment, j'avais un souci avec un fournisseur qui a des difficultés à travailler avec des jeunes femmes. Donc, du coup, voilà, il ne me prend pas du tout en considération, il remet en cause tout. Sauf que comme je suis chef de projet, c'est très très compliqué de pouvoir avancer et d'être entendu en fait auprès de lui. Et on fait avec, mais ça reste quand même des difficultés et ça existe encore aujourd'hui. Après, c'est un profil très particulier, on n'en rencontre pas tous les jours. Enfin, c'est le premier que je rencontre vraiment comme ça. J'espère que je ne vais pas en rencontrer plus que ça. Donc voilà, il faut aussi savoir que la condition, les jeunes en entreprise, parfois, ce n'est pas toujours bien entendu, et la femme non plus. Par contre, au niveau industriel, il y a moins de soucis, parce que la femme est un peu moins représentée, et du coup, les mécaniciens sont très contents de venir travailler avec moi. Mais ça joue, hein. Parfois ça facilite certaines choses. Qu'est-ce qu'on a? Auto-apprentissage, qui a écrit ça? Ça, c'est un GSI. Pourquoi vous avez écrit auto-apprentissage? Non, parce que vous nous avez expliqué qu'on n'était pas obligé de tout savoir, mais que c'était important de savoir s'adapter au métier, à son métier. Et genre, pour ça, on est obligé d'apprendre sur le tas, de rencontrer des gens, des experts, voilà, de se former. Et pour ça, le TOAP, c'était un peu le truc important à retenir. Alors, pour information, pour ceux qui ne font pas partie du GSI, l'auto-apprentissage, en fait, c'est une matière qui est enseignée à l'école et qui nous apprend à apprendre. Donc, c'est tout un concept philosophique, mais aujourd'hui, c'est la matière que j'utilise le plus. Pourquoi? Parce que, en fait, je me retrouve systématiquement avec des nouveaux besoins, des nouvelles personnes et surtout des nouvelles contraintes. Un environnement, ça fait un an et demi que je suis chez Air France Industrie. Je ne connaissais pas du tout le milieu industriel, et alors l'aéronautique encore moins, et le moteur encore moins. Et en un an et demi, on a quand même réussi à faire des choses parce qu'on est capable d'apprendre. Et c'est une valeur qui est super importante
en tout cas pour moi, dedans. Et dans le numérique, ça joue parce que du coup, cette capacité d'apprendre et à se renouveler également permet aussi de s'adapter à ces nouveaux usages, à ces nouveaux métiers. Et l'auto-apprentissage nous permet, ou en tout cas contribue en tout cas pour moi personnellement, me permet de continuer à évoluer et de m'adapter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coordination. Alors oui, coordination, c'est de la gestion de projet. Du coup, il y a de la coordination, du pilotage entre les différentes équipes. Développer. Qui a écrit développer? Alors la personne qui a écrit développer, c'est Fatima. Pourquoi tu as écrit développer? Alors pour information, je ne code pas une ligne. Je sais pas faire. Mon rôle dedans, c'est de piloter en fait, et du coup, c'est d'aller récupérer les ressources, les bonnes ressources. Il y a des gens qui savent développer, ils le font, c'est sûr mieux que moi. Et donc du coup, c'est ces personnes-là qu'il faut arriver à embarquer et qui vont travailler pour faire ce développement des applis. Mais c'est bien parce que souvent, c'est ce qu'on se dit. Le geek, il est un peu là. Hein. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver en fait à se mettre tous d'accord pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Donc c'est-à-dire que quand on va avoir un élément technique, il faut qu'on s'assure en fait tous ensemble que l'élément technique qui va être précisé, il est bien compris par tous, il est reformulé et que ça c'est quelque chose dans lequel on est tous d'accord. Après moi techniquement ce qu'il y a derrière, je ne pourrais pas te dire, je vais faire confiance au développeur qui va me dire c'est comme ça que je veux que ce soit développé et c'est comme ça qu'il faut faire. Tout comme l'expert que je vais avoir en engineering qui va me dire ouais la maintenance du réacteur c'est comme ça qu'il faut la faire. Moi je ne sais pas, c'est à lui que je fais confiance, c'est lui qui est expert et c'est lui qui saura me dire. Et après, on se met d'accord sur les termes. Et quand on est d'accord sur les termes, en fait, tout le monde est capable d'avancer ensemble. Bon, alors du coup, je vais vous dire ce que je fais. Mes missions sont assez larges. Le plus important pour moi, c'est d'abord d'identifier les besoins. Le besoin, c'est ce qu'il y a de primordial. Donc, c'est identifier un besoin potentiel. Donc, en accord avec la stratégie d'entreprise. Donc là, je vous ai montré l'industrie 4.0. L'idée, c'est qu'on aille vers ça. Après, comment? C'est tous ces éléments-là qu'il faut arriver à identifier pour pouvoir le mettre en place. L'autre point très important, c'est le deuxième, c'est la définition du besoin, mais avec les utilisateurs. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas utiliser l'application que je développe parce que je ne fais pas le même métier que les gens qui vont l'utiliser. Et donc, il est extrêmement important pour moi d'arriver, en fait, avec l'intelligence collective, à faire ressortir les informations qui sont données par les end-users et ceux qui vont réellement utiliser l'application. Parce que moi, je ne saurais pas par rapport à leur métier, les contraintes. Donc tout à l'heure, j'en parlais, hein, une tablette, est-ce qu'une tablette, c'est vraiment ce qu'il faut pour un mécanicien? Donc les mécaniciens avions, il faut imaginer qu'il y a l'avion et qu'il y a les ailes, et il y en a qui bossent sur l'aile, il y en a qui bossent sur la queue, il y en a qui bossent dans la cabine. Est-ce que c'est vraiment pratique d'avoir une tablette alors qu'ils ont la mallette à outils? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Il y a les EPI aussi qui sont en plus. Donc les EPI, c'est les chaussures, le bleu de travail. Voilà, il faut se poser la question aussi de l'ergonomie d'espace, de l'ergonomie de l'application, parce que quand on va faire le développement des différentes applications, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas tous doués dans l'utilisation des applications. La pyramide des âges, elle est assez âgée. Chez Air France Industrie, on est à 45-46 ans, je crois, au niveau de la moyenne d'âge. Non, mais je parle de la moyenne, la pyramide des âges. Et du coup, il faut arriver à s'adapter aux différents profils qu'on peut avoir, sachant qu'on a des gens qui sont très doués avec le numérique et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et parfois, on est même surpris qu'il y a des jeunes qui sont pas du tout, qui sont plutôt réfractaires à l'utilisation des nouvelles technos. Il faut imaginer qu'il y en a pas mal qui, dans leur imaginaire, se disent non mais en fait c'est un outil qui va remplacer mon travail et du coup derrière, moi je ne vais plus exister. Donc il faut aussi aller là-dedans et c'est pour ça que la co-construction est très très importante pour les accompagner et c'est eux qui vont nous dire en quoi ça va améliorer leur travail et pas remplacer leur travail. Une fois qu'on a identifié le besoin, après on pilote le projet. Soit on a identifié une solution qui existe sur le marché, soit on la développe. Il faut se dire que le marché en fait, est en effervescence sur pas mal de sujets et ils vont beaucoup plus vite que ce que l'on peut faire en interne sur certains cas. Donc voilà, il faut arriver à voir et puis se nourrir aussi de ce qui est fait à l'extérieur pour pouvoir apporter des idées pour l'amélioration de certains de nos processus. Et enfin, une fois que le projet est piloté, l'accompagnement au changement, donc là on est réellement avec les utilisateurs et on voit par rapport à leur processus et on les accompagne pour qu'ils
prennent en compte la solution et que derrière elle soit utilisée, leur faire comprendre à quoi ça sert et pourquoi elle leur est nécessaire. Et après, le but, c'est qu'on passe en mode continuité, donc on ait un support, et puis que les applications derrière soient plus en mode projet, mais qu'elles soient instaurées et qu'elles soient utilisées par tout le monde. Donc voilà tout le panel de mes missions. Sur certains projets, ça s'arrête aux besoins, sur d'autres, ça s'arrête au pilotage du projet, où il va y avoir d'autres chefs de projet qui vont récupérer le sujet. Par contre, sur la partie définition du besoin, on est plutôt sur l'équipe innovation qui s'occupe de ça. Sachant que les besoins utilisés, quand on est sur des besoins qui sont digitaux, c'est plutôt moi qui gère dans la direction. Et l'innovation n'est pas que digitale. Après, j'arrête. Je termine et on passera à vos questions. Pourquoi le numérique et pourquoi je pense rester dans des métiers du numérique? Alors déjà, c'est en perpétuelle évolution, du coup je continue d'apprendre tous les jours. Un travail en équipe tout le temps, systématiquement, avec des équipes qui sont pluridisciplinaires. Donc les métiers du numérique sont très très importants. On va avoir des designers, mais aussi on va avoir donc des architectes, des développeurs, des choses qui sont très techniques. Le design, c'est plutôt de l'ordre de l'ergonomie, des chefs de projet, du data scientist, de la data analyst. Il y a plein de nouveaux sujets qui apparaissent. Les objets connectés aussi, c'est des nouveaux métiers du numérique qui arrivent. Et en fait, on est capable en fait, de travailler tous ensemble et d'être avec plein d'équipes qui viennent de différents secteurs. Et c'est ça qui fait la force, en tout cas moi je trouve, qui fait la force des sujets et de l'intérêt qu'on peut avoir pour les sujets numériques. Ensuite, les méthodologies agiles, le test and learn, voilà, ça permet de se dire bon, on se trompe et en fait on améliore, plutôt que d'arrêter et de dire bon, c'est fini. Mais non, en fait, avec le numérique, il y a toujours la possibilité en fait, de faire évoluer le système et de toujours se dire que le système peut être amélioré et surtout, on a droit de se tromper et on continue d'apprendre. Et enfin, tout secteur d'activité. Donc là, j'ai fait une présentation sur le secteur industriel qui souvent n'est pas trop associé au numérique, mais il y a des secteurs qui sont très numériques. Digipost, qui est réalisé par l'entreprise Docapost du groupe La Poste dans lequel je travaillais avant, qui fait que du numérique. Donc on peut travailler dans l'immobilier avec les smart buildings, les smart cities, on peut travailler l'administration, voilà, tous les secteurs sont impactés par le numérique et c'est ça qui pour moi est intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'en fait on peut un jour voilà, changer et découvrir de nouvelles choses. Et voilà, c'est tout.